Bonsoir à tous et merci d'être venus pour cette première conférence de la ZEN de l'année 2016-2017. Elle nous sera présentée par Léna, qui est une étudiante en L3 de biologie écologie. Elle va nous présenter le stage de 6 mois qu'elle a fait l'année dernière en Finlande. C'est la deuxième fois qu'elle fait une conférence, donc c'est cool. Voilà. Merci à elle. Ça va durer à peu près 1h, 1h10. Vous pourrez poser des questions après et à la fin, quand la conférence sera finie, si vous voulez venir discuter avec des membres de l'association, n'hésitez pas à venir nous voir par ici. Voilà, bonne conférence. Alors bonjour à tous, voilà, Rosanne a dit, je m'appelle Léna, je suis étudiante en 3e année de licence en biologie écologie. Et l'année dernière, je n'étais pas à l'université puisque j'ai décidé de faire une sorte d'année de césure, même si ce n'était pas autorisé à l'époque, mais j'ai fait une année de césure et je suis partie de novembre à mai, donc de novembre 2015 à mai 2016 en Finlande, pour faire un stage sur la distribution spatiale du loup-gris en Carélie du Nord. Donc la Carélie du Nord, c'est une région de Finlande. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu mes expériences sur le terrain, mes missions au quotidien, et après je vais vous expliquer ce que j'ai fait un petit peu comme rapport, les résultats et les discussions que j'ai obtenues. Donc une petite présentation de la structure de stage. J'étais chez Deep Karelia, en fait c'est une association qui comprend aussi une autre association du nom de Lupus Laitos. Lupus Laitos, c'est une association russe et Deep Karelia, c'était une association finlandaise, mais elles sont toutes les deux créées par Laetitia Becker, c'est la personne que vous voyez juste ici, et elle est aidée par Vladimir Bologov, la personne juste à gauche. Donc ce sont deux biologistes. Vladimir Bologov, c'est un biologiste russe qui a travaillé 30 ans dans une grande réserve en Russie. Et Laetitia, c'est une biologiste française qui a fait un doctorat en éthologie et qui est venue un petit peu après s'installer en Finlande pour faire les différentes missions et créer ses associations. Donc principalement, son association s'occupe de la protection et de la réhabilitation du loup en Russie. Il y a des enclos directement là-bas où on a récupéré des louveteaux qu'on va voir grandir. On va faire des tests comportementaux pour des tests d'éthologie sur eux pour voir leur réaction, par exemple avec des enclos ou tout ce qui rentre dans le processus de... Comment expliquer ça ? Avec le bétail, en fait, des études sur le bétail et la réaction des loups par rapport au bétail. Eh bien, ce sont dans ces enclos que ces tests vont être faits. Et puis, il y a deux autres missions. Ça va être le recensement de populations de mammifères et d'oiseaux en Finlande et l'étude des régimes alimentaires de ces populations et particulièrement du loup. Donc pour vous situer un petit peu où est-ce que j'étais dans cette région-là, la région de Kainuu, près de Lieksa, à 50 km de Lieksa. Bon, Lieksa, ce n'est pas une ville, hein, c'est une sorte de petite commune, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de villes et de villages aux alentours. C'était un écosystème bien particulier, c'est l'écosystème de la taïga, donc ça va être essentiellement de la forêt boréale. Il faut savoir que pendant la période sur laquelle j'y étais, les températures ont varié de moins 45 degrés à peu près en janvier, c'est le plus froid qu'on a eu, à plus 15 degrés quand on est arrivé en mai. Il y avait un ensoleillement réduit, puisque au solstice d'hiver en décembre, eh bien, nous avions que 3 à 4 heures d'ensoleillement, donc c'est vrai que ça rendait un petit peu plus difficile l'émission, que c'est un rythme à prendre, mais finalement ça se prend plutôt bien. Donc c'est une forêt boréale, comme je viens de vous dire, avec un vaste réseau hydrique. Donc ça va être essentiellement des lacs, des rivières et beaucoup de tourbières. C'est ce qui rend aussi difficile les sorties sur le terrain. Il y a 3 essences végétales dominantes, donc le pin, le bouleau et le sapin. Et il y a les 4 grands carnivores d'Europe, qui sont le loup, l'ours, le lynx boréal et le glouton. Après, dans les autres mammifères, on retrouve évidemment le renne, les élans, les lièvres, les renards, les martres, tout ça font partie de cette grande faune de la forêt boréale. Donc un petit rappel aussi sur le loup gris. Alors l'espèce de loup que j'étudiais, c'était une sous-espèce Canis lupus lupus. C'est le 2e loup le plus gros du monde, hein. Il faut savoir qu'il fait à peu près entre 35 et 45 kilos, donc c'est une grosse bête quand même. Les plus petits loups font souvent 20 kilos et les plus gros loups peuvent aller jusqu'à 50 kilos. C'est un loup assez long qui peut mesurer entre 1 mètre et 1 mètre 60. C'est évidemment, il vit dans des milieux forestiers, il est carnivore et il a une espérance de vie d'à peu près 10 ans. Alors le territoire, ça dépend vraiment d'où est-ce qu'il vit, mais souvent c'est sur plusieurs centaines de kilomètres carrés, voire comme le cas que je vais vous montrer tout à l'heure, 1000 km², 1500, enfin ça fait vraiment des territoires énormes.
Et pour rappel, le loup, c'est un animal qui vit en meute. Alors la meute, c'est une structure familiale, il ne peut pas vivre quasiment tout seul, il est obligé de constituer sa meute pour survivre. Ça peut aller de 2 à 6 individus pour cette espèce. Il y a d'autres espèces, par exemple en Amérique du Nord, où on peut constater des meutes de 30 loups. Là, ça va rarement dépasser les 6 individus. Au niveau de la hiérarchie dans cette meute, c'est commun en fait de dire que les alphas, ce sont les dominants de la meute, le couple reproducteur, et les omégas, ce sont les dominés, ceux qui se font un petit peu battre par le reste de la meute, ceux qui canalisent les tensions. Après, il y a les intermédiaires, les bêtas, qui eux s'occupent des autres fonctions dans la meute. Alors ça, c'est une hiérarchie qui s'applique souvent aux meutes qu'on peut observer dans les zoos ou dans les parcs animaliers. En réalité, dans la nature, il y a souvent juste le couple reproducteur et les enfants. Donc le couple reproducteur qui sont les dominants, le couple alpha et les enfants, puisque vous vous doutez bien que s'il y a un loup qui est persécuté pendant toute sa vie dans une meute, eh bien, il va tout simplement partir pour créer sa propre meute. Et puis c'est un animal qui est à la fois nomade et sédentaire. Ça alterne, pendant l'année, 3 mois il est nomade, 3 mois il est sédentaire, ça dépendra aussi beaucoup des saisons. Alors ça, c'était ce que j'ai reçu comme offre de stage avant de partir, Wolfpack Ecology. Ça s'occupe essentiellement de l'évaluation de la nourriture des loups. Ça comprend aussi traquer les loups pour étudier leurs mouvements sur le territoire, déterminer leur régime alimentaire en faisant de l'analyse d'excréments, et puis après regrouper tout ça sur des logiciels de cartographie où on va étudier aussi ce qu'on appelle le core inland cover, le recouvrement des sols. Donc on va corréler les données qu'on a reçues du coup de cette traque et de l'analyse d'excréments sur ces logiciels de cartographie. Alors il faut comprendre que moi j'ai participé à 2 études. Il y a eu la détermination du régime alimentaire et il y a eu la détermination des mouvements des loups. Donc c'est 2 meutes différentes. La première meute, celle de la disponibilité par exemple en proie et le régime alimentaire, c'est une meute qui se situe en Finlande mais qui chevauche aussi la Russie, puisque j'étais très près de la frontière, 5 km à peu près de la frontière russe. Et puis il y a eu la deuxième meute, la Tolkien-Laoma, où là j'ai vraiment fait l'analyse télémétrique, c'est-à-dire que les loups étaient équipés de 2 colliers GPS et je les ai suivis pendant quelques mois, tout simplement sur un site internet, Reistavainot, où j'ai pu noter tous les jours les points où ils étaient localisés. Donc c'est vraiment 2 meutes différentes. Donc pour vous expliquer un petit peu mes missions sur place, alors avant de partir sur le terrain, même si on en a très envie, eh bien, il faut prendre quelques précautions avant, par exemple créer les cartes qui vont servir à se repérer dans la nature et créer les transects qu'on va faire. Les transects, c'est les méthodes de recensement, c'est ce qui est utilisé lors des méthodes de recensement. On fait une ligne ou un triangle et le long de cette ligne ou de ce triangle, eh bien, on va relever toutes les traces d'animaux que l'on veut recenser. Ça permettra de faire une estimation en kilomètres et une estimation en temps. Après, pendant ma sortie de terrain, je faisais du recensement de traces, je récoltais, du coup, comme je vous disais, les excréments. Je relevais les autres indices de passage, par exemple les marques d'urine ou alors les scènes de chasse entre les loups et les élans. Et je faisais du tracking des traces de loups, justement pour retrouver ces différents indices de présence, comme les fesses ou les champs de bataille, un petit peu quand ils se battaient avec les élans. Et puis après, je faisais de l'analyse de données, tout simplement, comme je viens de vous le dire. Donc je faisais de l'analyse d'excréments et des indices que j'ai retrouvés. Des fois, on retrouvait des bois ou des os. Et puis, j'exploitais tout ça sur des logiciels de cartographie. Donc la création de cartes et préparation de la future sortie, c'est juste un petit point pour vous faire comprendre à quel point c'est important. Quand vous êtes sur le terrain, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte, notamment le relief et les rivières. Donc souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on suivait, par exemple, là, vous voyez, c'est une route, donc on suivait les routes, et puis des fois, on devait rejoindre un deuxième point, par exemple celui-ci. Donc il fallait traverser à peu près tout ça. Et quand on traverse ça, il faut prendre en compte le relief. Par exemple, si vous arrivez et que vous passez par là, là, vous voyez, il y a une falaise juste ici. Ou alors que vous arrivez juste ici, et bien là, il y a une rivière. Et les rivières sur le terrain, ça peut paraître quand même infranchissable. Ça dépend vraiment aussi de la largeur de la rivière. Donc des fois, vous pouvez vous retrouver, si vous n'avez pas vu la rivière avant de partir, eh bien, à construire des espèces de faux ponts pour essayer de passer au-dessus de la rivière. Et ça vous fait perdre un temps fou, quelques heures. Et c'est souvent très périlleux et on finit tous à l'eau. Donc c'est pas forcément la bonne idée. D'où l'importance vraiment de regarder ces indices directement sur les cartes avant de partir. Et puis, création des cartes hygiène sur Google Earth, parce que les cartes, ça coûte très cher. Et il fallait convertir ces cartes que vous avez de ce site Excursion Map sur
sur l'application Google Earth pour arriver à les mettre dans un GPS qui nous aidera après à nous orienter sur le terrain. Donc le matériel maintenant, d'ailleurs j'en ai un juste ici. Le GPS, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, je vais vous le sortir. C'est juste ceci. Donc c'est petit, c'est pratique, mais c'est votre meilleur ami. C'est là où il y aura toutes les cartes. Si vous perdez votre GPS, s'il n'a plus de batterie, ou si, voilà, s'il n'a tout simplement plus de batterie, eh bien vous risquez d'être bien embêté, parce que même si vous avez une carte et une boussole, se repérer dans la nature, ça n'a rien de facile. Donc vraiment, pile aussi, puisque évidemment s'il tombe en rade de batterie, c'est toujours délicat. Les piles que vous mettez bien contre vous, puisque quand il fait froid à un -20, eh bien, il ne faut pas que les piles se déchargent trop vite. Donc c'est vraiment, si vous avez l'occasion un jour de partir sur le terrain, c'est vraiment l'outil indispensable, je vous assure, à se procurer pour ne pas se perdre. Après, il y a les téléphones. Oui, tout simplement, si vous avez un problème sur le terrain, vous pouvez être seul pendant 4 à 7 heures de sortie. Donc, si vous arrive quelque chose, vous tordez la cheville, vous tombez de quelque part, vous faites attaquer par je ne sais quoi, il va falloir prévenir les maîtres de stage pour qu'ils essayent de venir vous chercher. Lampe et couteau. Alors, comme je l'ai dit au début, il y a une durée d'ensoleillement très courte, 3-4 heures, et on finit souvent la nuit. Donc, c'est mieux d'avoir une lampe pour se repérer dans la nature. Un couteau, puisque comme je vous l'ai dit, des fois on se retrouve à créer des ponts de fortune pour essayer de passer au-dessus d'une rivière, donc c'est toujours pratique d'avoir un couteau pour couper un petit peu ce qui se trouve autour de vous. Les raquettes, quand il commence à y avoir beaucoup d'épaisseur de neige, parce que sans raquettes, vous n'avancez pas. Déjà avec des raquettes, quand on est entraîné, on peut faire 4 km/h. Et encore, c'est un rythme, on le tient bien. Mais quand on n'est pas entraîné, quand on n'est pas avec des raquettes, ne serait-ce, vous n'avancez pas. Vous faites un pas, 2 pas, 3 pas, et puis vous avancez à 2 km/h. C'est insupportable tout le long du transect. Vous avez aussi après d'autres matériels comme un thermos. C'est toujours bien de boire un petit thé pendant la sortie. Un carnet, un crayon de bois, parce que si vous prenez un bic, eh bien l'encre, ça gèle, donc vous ne pouvez rien marquer. Donc le crayon de bois est de rigueur. Le passeport, puisque nous étions à la frontière, donc nous nous faisions contrôler par les gardes frontières, donc c'était toujours important de l'avoir sur soi, sinon vous pouvez terminer au poste. Et un sachet à un marqueur, c'est quand vous croisez tout simplement des excréments, vous relevez les excréments et vous marquez la position GPS dessus. Et du courage, parce que des fois vous vous retrouvez 7 heures sur le terrain à marcher, vous n'en voyez pas à la fin, et puis on peut être confronté aussi à des cas un petit peu délicats, où on peut se perdre, où on peut perdre un petit peu son sang-froid, donc dans ces moments-là, il faut toujours garder la tête au clair. Donc, pendant mes sorties de terrain, je faisais du recensement de population. Et comment on fait du recensement ? Eh bien, en apprenant à identifier les traces. Donc, qu'est-ce qu'on faisait quand on trouvait une trace ? Eh bien, d'abord, on datait l'empreinte, parce que si les empreintes étaient vieilles de plus de 24 heures, on ne la prenait pas en compte. On identifiait l'animal, on photographiait l'empreinte toujours avec une boîte d'allumettes pour faire l'échelle, c'est très important. Et puis après, on géoréférençait la trace à l'aide du GPS. Donc vous avez ici une empreinte de loup. Souvent, les empreintes de loup, elles sont plus longues que larges. Elles font à peu près 13 cm de longueur. Ça comprend la paume plus la première phalange de votre main. Il y a le lynx juste ici, qui a une patte beaucoup plus ronde, avec une largeur plus grande qu'une longueur. Vous avez les pattes de glouton qui ne ressemblent de toute façon à rien d'autre. Donc si vous tombez sur du glouton, vous savez que c'est du glouton, vous n'avez pas besoin de vraiment regarder la trace. Et puis ça, c'est pareil, c'est de l'ours quand il se réveille en avril. C'est pareil, vous n'avez pas de doute, pas besoin de reconnaître la longueur, la largeur. Quand vous voyez une trace d'ours, vous n'avez aucun doute sur la nature de l'animal. Alors là, je viens de vous montrer des belles photos, mais dans la pratique, ça donne souvent ça. On se retrouve face à des traces, mais on se dit, ok, d'accord, c'est quoi ? Un loup, un lynx, bon, c'est pas un glouton. Le glouton, ça saute dans la neige quand il y a trop de neige. C'est pas un ours, puisque là, ce sont des photos qui ont été prises en février. Donc, qu'est-ce que ça peut être ? Je vous invite à me le dire d'après vous. Qu'est-ce que c'est comme trace ? Une idée ? Non, rien du tout ? Ouais, effectivement, c'est un lynx. Alors là, comment on peut le savoir, outre le fait que dire, tu vois, soit lynx, soit loup ? Eh bien, il y a plusieurs méthodes. Tout d'abord, il faut déterminer la nature de la neige, avant toute chose, puisque si vous avez une neige un peu glacée, l'animal s'enfoncera moins, donc on ne pourra pas s'aider
comment on dit, de son enfoncement dans la neige pour déterminer l'animal. Je vous rappelle, les loups, c'est plus gros que les lynx, hein, donc ça s'enfonce plus. Déjà, on peut se baser sur ce critère, ça s'enfonce des fois à 30 cm dans la neige. Donc dans ce cas-là, on sait que c'est un loup, mais si la neige est glacée, eh bien, l'enfoncement ne va pas être le même. Donc il faut déterminer avant tout la nature de la neige. Il faut prendre en compte ce que je viens de dire, la profondeur de la trace. Et si on n'arrive toujours pas à déterminer à partir de ça, eh bien, on regarde la démarche. Juste ici, vous avez des traces de lynx, une démarche de lynx. Alors vous voyez, c'est relativement droit, mais les postérieurs ne recouvrent pas les antérieurs. Juste ici, vous voyez, c'est une ligne parfaite. C'est parce que le loup, lui, recouvre ses antérieurs avec ses postérieurs. Donc ça, c'est vraiment un indice essentiel pour déterminer si c'est un lynx ou si c'est un loup. Et si avec ça, vous n'arrivez toujours pas à déterminer l'animal, eh bien, il va falloir le traquer. Alors, vous vous rendez très vite compte, hein, au bout d'une heure, vous savez quel est votre animal, parce que le lynx est beaucoup plus difficile à traquer que le loup. Le loup, c'est un petit peu un feignant, il va contourner tous les obstacles. Par exemple, vous arrivez devant une paroi rocheuse, il va la contourner. Il va arriver sur une route déneigée, il va suivre la route déneigée, ça lui pose aucun problème. Alors que le lynx, sur 1 km², vous allez faire toutes les diagonales possibles et imaginables. Par exemple, dès qu'il y a un tronc, il va obligatoirement passer en dessous. Dès qu'il y a une falaise, il va vouloir monter dedans. Donc voilà, c'est souvent au bout d'une heure, vous savez si c'est un lynx ou si c'est un loup. Et puis des fois, quand vous traquez, vous arrivez face à ceci. Donc là, je ne sais pas si on peut bien voir. Normalement, en forêt, il n'y a rien, c'est le blanc, la neige toute fraîche, toute lisse. Et puis des fois, vous arrivez face à ces espèces de champs de bataille. Et bien là, vous êtes sur un terrain de rencontre entre les élans et entre les loups. Alors c'est assez facile puisqu'on voit des traces d'élan et de loups déjà. Et puis parce qu'on aperçoit des couches d'élan, c'est tout ce que vous voyez, tous les gros trous là que vous voyez, ce sont les élans qui tombent tout simplement quand les loups les attaquent. Ils vont tomber, alors, ils sont très maladroits avec leurs grandes jambes quand il y a beaucoup de neige. Donc ils tombent souvent et on voit un petit peu les impacts des élans partout sur la neige. Et puis de toute façon, c'est assez facile de lire un mouvement de pagaille aussi quand on arrive sur ces lieux-là. Et puis voilà, on trouve des traces de sang évidemment. Alors pas à première vue, il faut gratter un petit peu la neige parce que la neige va absorber le sang. On va trouver des traces de sang près des empreintes d'élan. Et on va trouver des choses totalement inhabituelles, par exemple des grosses touffes de poils d'élan juste ici. Normalement, quand vous trouvez un poil d'élan, c'est un seul poil, et puis sur les scènes un petit peu d'attaque comme ça, vous en retrouvez des touffes partout. Donc ça, c'est aussi des indices précieux, puisque quand on découvre ça, eh bien, on va quadriller un petit peu la zone pour essayer de retrouver une carcasse, une éventuelle carcasse, puisque qui dit carcasse dit aussi beaucoup d'indices sur comment les loups ont chassé, comment ils l'ont tué, sur le nombre d'individus. Et puis après, vous récoltez aussi les fesses. Quand vous traquez un loup, vous récoltez ses excréments. Donc dans ces cas-là, c'est le même principe que les traces, vous prenez une photo, vous géoréférencez et puis vous prélevez. Et puis après, avec ces excréments, eh bien, vous faites de l'analyse de... Alors, la photo est un peu comique, ma coéquipière va m'en vouloir. Mais voilà, donc là, il y a la crotte juste ici. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a séchée pendant plusieurs heures et plusieurs jours pour retirer tout ce qui est virus et bactéries qu'on peut trouver dans l'excrément. Et puis après, on la passe au tamis et on passe des heures à décortiquer tout ce qu'il peut y avoir dans l'excrément. Donc ça va aller, par exemple, vous allez retrouver des os, des petits os de lapin, des plus gros os d'élan, vous allez trouver des dents, des vers si le loup est infesté, des végétaux, des bouts de végétaux, des poils, tout ce qu'on peut trouver un petit peu dans les fesses, et des fois des choses un petit peu incongrues comme des morceaux de métaux. Des fois il y a des choses un petit peu obscures qu'on trouve dans ces excréments. Et puis après, eh bien, toutes ces données qu'on a récupérées sur le terrain, on va les répertorier dans un tableau comme celui-ci, un tableau Excel, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout simplement les transphaser sur un site sur un logiciel de cartographie pour pouvoir analyser les résultats. Donc ça, c'était un petit peu ma partie de terrain, ce que je faisais tous les jours. Et maintenant, je vais vous parler plus précisément de ce que je faisais avec la Tolkien-Laoma. Donc c'est la meute qui a sur laquelle on a fait ce recensement par géolocalisation. Donc nous avons Terry, c'était une femelle de 40 kg à peu près, 41 kg. C'est des grosses bêtes, ils mangent bien, il n'y a pas de souci, il y a à manger en Carélie, qui a été équipée à Nourmes en février 2015 et qui a été suivie du 5 novembre 2015 au 5 février 2016. Et puis nous avions Tammy juste à côté, un mâle de 47,5 kg, c'est énorme.
c'est vraiment une grosse bête, équipée comme Terry à Normes en 2015 et qui a été suivie du 7 décembre 2015 au 24 février 2016. Alors pourquoi la Tolkien Lauma? Lauma en finnois c'est meute, et Tolkien parce que cette meute était souvent vue près de la ville de Tolkien, qui est juste ici, mais on ne voit pas grand-chose. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Et quels sont les objectifs de cette étude télémétrique? Eh bien, ça va nous servir à déterminer les facteurs influençant la répartition du loup sur le territoire, en Carélie particulièrement, et évaluer la qualité des sites. Alors, comment on peut juger la qualité des sites? Eh bien, si c'est des sites qui encouragent les fonctions vitales du loup, ce sont des bons sites. Par exemple, si c'est un site qui permet à la fois la prédation, la reproduction et l'évitement des prédateurs, c'est ce qui va faire, c'est les 3 facteurs qui vont faire qu'une meute va s'implanter dans un endroit. Et comment on évalue la qualité de ces sites? Eh bien, il y a plusieurs facteurs, par exemple le couvert forestier, la profondeur de la neige, le réseau hydrique, le relief en les étages altitudinales, l'intensité des activités anthropiques, qui est un gros facteur à prendre en compte, et la disponibilité en proie. Alors moi, je me suis basée sur les activités anthropiques, puisque ça a toujours un fort impact sur les populations, et la disponibilité en proie. Donc ça va être, par exemple, de voir s'il y a plus d'élan, s'il y a plus de rennes, s'il y a plus de lièvres, quelles sont les proies privilégiées par les loups. Alors il faut savoir qu'au niveau de la disponibilité des proies, il y a 3 hypothèses qui ont été formées souvent lors des études au Canada. L'hypothèse que le loup, il se rend dans les milieux soit avec la densité d'élan la plus forte, c'est-à-dire qu'il va simplement suivre les populations d'élan, soit il va se rendre dans les milieux où les élans sont les plus vulnérables pour faciliter la prédation, ou alors, dernière possibilité, il va se rendre dans les endroits qui regroupent toutes les ressources des élans. Par exemple, un couvert neigeux faible au sol et beaucoup de feuillus, pour qu'ils puissent, c'est les points d'alimentation des élans. Donc voilà, soit il les suit, soit il va dans les endroits où les élans sont le plus fragiles, soit il va dans les endroits où il sait que les élans y seront pour augmenter la probabilité de rencontre avec leur proie. Alors le recueil des données télémétriques, ça s'est fait sur un radiopistage discontinu, c'est-à-dire que les données n'étaient pas sélectionnées à heure fixe. On pouvait prendre les données par exemple sur une journée tout entière, à des heures différentes. C'était des heures totalement aléatoires à chaque fois. Donc le lundi, vous allez prendre la donnée, il était 3h du matin. Le mardi, il était 4h de l'après-midi. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un radiopistage discontinu. C'est ce qu'on était obligé de faire puisque le site Reista Weinot, le site du gouvernement qui publiait du coup ces positions, eh bien, publiait sur son site. Donc on était obligé de faire avec. Et puis, avec un pas d'échantillonnage de 24 heures, donc 24 heures, c'est à peu près la durée pendant laquelle le loup va pouvoir parcourir l'ensemble de son domaine vital, dans le sens où il va rejoindre les 2 points les plus éloignés de son domaine vital. Donc, 24 heures pour l'échantillonnage et radiopistage discontinu. Et c'est ce qui va nous donner ceci. Donc là, je ne sais pas si on peut bien voir. Vous avez juste ici les déplacements de Tammy et juste ici les déplacements de Terry. Et ça va nous permettre de voir l'intensité d'utilisation du territoire de ces 2 loups. Alors, on va pouvoir voir des phases un peu plus actives, ou alors on va déterminer que le loup a un comportement explorateur, ou alors on va voir des phases d'intensité, d'utilisation d'intensité plus faible, où là, il va plus rester cantonné dans quelques zones, donc c'est un comportement plus stable. Alors, pour vous faire un petit point là juste devant vous, Tammy, on voit très bien qu'en décembre, elle a eu un comportement plus stable, elle est restée tout le temps à peu près dans les mêmes zones. En janvier, il a eu un comportement explorateur, donc il montait bien au nord pour redescendre bien au sud juste après en février. Donc janvier-février, c'est plus des comportements explorateurs, donc soit pour la chasse, soit je vais vous expliquer après ce qui s'est passé juste ici. Il y a un autre facteur qui a fait qu'il est parti en dispersion. Et Terry, juste ici, c'est pareil. En novembre, c'est un peu mitigé, c'est-à-dire que bon, elle va parcourir de grands territoires, mais toujours en restant sur le centre du domaine vital. Et puis après, on peut voir qu'en décembre, elle est bien montée tout au nord, qu'elle est descendue en janvier. Donc elle est restée encore à peu près pareil qu'en novembre dans cette même zone, et que le collier a arrêté de fonctionner en février. Donc on a vraiment pas beaucoup de données en février, où pareil, elle est redescendue sur la zone principale. Hop là.
Donc, je vous parle de domaine vital depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'un domaine vital? Eh bien, c'est la surface sur laquelle le loup va pouvoir effectuer tous ses besoins quotidiens. Donc, comme je vous l'ai dit, prédation, reproduction et évitement des prédateurs. Alors, la manière la plus simple d'estimer un domaine vital, c'est la méthode du polygone convexe, qu'on voit juste ici. Donc, la formule fait un peu peur, mais ne vous inquiétez pas, vous la rentrez dans le logiciel QGIS, si ça marche tout seul, c'est magique. Donc, vous avez juste à gauche le domaine vital de Terry et juste à droite, en bleu plus foncé, le domaine vital de Tammy. Alors, l'inconvénient, comment ça fonctionne? Eh bien, tout d'abord, on va regarder les localisations les plus extrêmes des loups et on va essayer de faire le polygone le plus petit, avec une surface la plus petite, regroupant tous les points de localisation du loup. Alors, il y a quand même un inconvénient majeur à cette méthode, c'est que vous voyez, les localisations extrêmes, comme le point tout en haut au nord, où ces localisations-là sont prises en compte dans l'établissement du polygone, ce qui fait qu'on va avoir toute une partie, par exemple celle-ci, où il n'y a aucun point, et pourtant, c'est estimé comme dans le domaine vital. Donc ça fausse quand même pas mal les résultats. Et puis avec une méthode comme ça, si vous n'avez pas les points indiqués directement dans le polygone, eh bien vous ne pouvez pas juger de l'intensité d'utilisation du territoire au sein même du domaine vital. Donc ce qui est assez dommage, mais ça reste quand même la méthode la plus simple vers laquelle se tourner quand on commence un petit peu à regarder les domaines vitaux. Et avec les deux domaines vitaux que je viens de vous montrer juste avant, eh bien, j'ai établi un domaine vital que j'ai estimé à peu près pour la Meute. Donc c'est 1088 km², c'est énorme. Mais voilà, c'est le domaine vital des loups en hiver en tout cas, parce que c'est vrai qu'en été, il est un peu plus restreint, puisque les proies sont moins loin, donc ils parcourent moins de distance pour chasser. Et puis il y a les louveteaux, donc de toute façon ils restent tout le temps près de la tanière. Mais en hiver, c'est vrai que ça fait des grands territoires à couvrir. Alors comme je vous l'ai dit à l'instant, pourquoi des grands territoires en hiver? Mobilité accrue des proies potentielles des loups, parce que les élans ils auront moins à manger, donc ils vont parcourir plus de distance pour se nourrir. Et puis il y a aussi un autre facteur qui était souvent observé au Canada et en Amérique du Nord, c'est l'industrie forestière et un système routier très développé. L'industrie forestière a développé énormément de routes secondaires pour accéder aux coupes plus facilement lors de la période de printemps à peu près. Et ces routes sont quand même déneigées en hiver, mais très peu fréquentées. Donc pour les loups, c'est parfait. Ils vont suivre ces routes, tout simplement, puisqu'elles sont très peu fréquentées par l'homme, donc il ne va quasiment jamais le croiser. Et c'est avec ces routes qu'il va pouvoir parcourir 50 à 60 km dans une journée et faire tout le domaine vital tranquillement entre deux points. S'il fait au trot ou s'il a un bon trot ou il a un bon galop. Donc ça, c'est vraiment un facteur anthropique qu'il faut prendre en compte quand on fait une étude sur le domaine vital et sur le déplacement des populations. En tout cas pour les loups, parce que je vous l'ai dit, par exemple, ça ne marchera absolument pas pour les lynx. Les lynx, non, ils ne suivent pas les loups, ils ne suivent pas les routes, ils font un petit peu leur vie, ils tournent en rond. Je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais ils font pas comme les loups. Alors, il y a une autre méthode pour mieux déterminer l'intensité d'utilisation du territoire, c'est la méthode de Kernel. C'est celle que vous avez juste ici. Donc, la zone rouge regroupe 50% des points, de tous les points qu'on a recensés. La zone orange, c'est 85% des points, et la zone verte, c'est 95% des points. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que cette zone, ça va être d'utilité majeure pour les loups. Ça va être la zone où ils vont effectuer toutes leurs fonctions vitales. La zone en orange, ça va être plus la chasse, et la zone en vert, ça va être plus l'exploration. Et ce qui est bien avec cette méthode, c'est que ça prend 95% des points, c'est-à-dire que les 5% de points restants, ceux qui sont les plus extrêmes, ne sont pas pris en compte, ce qui n'étire pas, comme avec la méthode du polygone convexe, le domaine vital des loups. Donc c'est plutôt un bon point pour la méthode de Kernel. Et puis après, il y a l'analyse de l'habitat. Donc ça, ce n'est pas une méthode qu'on peut trouver dans les livres, c'est tout simplement, moi, je me suis inspirée d'une méthode des polygones de probabilité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé les différents points, les différentes masses de points qu'on voyait sur la carte que je vous ai montrée juste avant, et j'ai établi plusieurs zones. Des zones de faible fréquentation, de moyenne fréquentation et de haute fréquentation. C'est-à-dire que je me suis dit, bon voilà, je vais tracer des polygones de 2,5 km², et en fonction de ce que j'aurai, je vais établir ces différentes zones. Donc s'il y a par exemple plus de 4 points dans ce polygone, je vais en déduire qu'il y a des passages récurrents. S'il y a entre 2 et 3 points, des passages ponctuels. Et s'il y a un seul point, je vais considérer que c'est un passage unique,
par exemple pour un caractère, quand il va explorer son territoire, tout simplement. Et c'est ce qui est répertorié ici. Vous avez les différents polygones, les zones de moyenne fréquentation, les zones de haute fréquentation, avec la surface, le nombre de points et dans quelle zone de kernel il se situait. Et juste ici, dans cette colonne, vous avez les dates consécutives et les dates non consécutives. Parce que dans un polygone, vous pouvez avoir de tout. Vous pouvez avoir, par exemple, 4 points, mais ces points se suivent. Hein. Au niveau des dates, vous allez avoir lundi 4, mardi 5, jeudi 6. Donc dans ce cas-là, on peut en déduire que, par exemple, c'est une chasse réussite, que les loups ont chassé, qu'ils ont tué et qui sont restés plusieurs jours au même endroit pour se nourrir. Donc c'est une zone très importante. Après, il y a des points non consécutifs, c'est-à-dire que les loups sont allés une fois, par exemple, en décembre, et puis ils y sont revenus en février ou en janvier. Donc ça peut tout simplement dire qu'à ce moment-là, ils ont peut-être essayé de chasser, mais ils n'y sont pas arrivés. Donc ils retournent quand même le mois d'après pour être sûr qu'il n'y a pas moyen de retenter sa chance. Et puis, les dates consécutives et non consécutives à la fois, ça constitue vraiment des foyers, des aires centrales, où là, on peut après déduire que ça peut être des aires de repos ou des aires de chasse, mais plus fréquentées, là où il va y avoir une densité d'élan plus forte. Donc, c'est ces zones-là en particulier qu'on va étudier. Donc, c'est ce qui est répertorié un petit peu sur cette carte ici. Vous voyez les polygones dont je vous parlais, hein, juste ici, dans la zone rouge. Donc là, c'est les polygones de haute fréquentation. Et ce qui est étonnant de constater, c'est que vous voyez, les surfaces en orange et les surfaces en rose, ce sont des structures anthropiques. Et là, c'est étonnant parce qu'on se rend compte que 3 des polygones de haute fréquentation se trouvent sur des structures anthropiques. Donc, c'est des fermes ou des champs, mais c'est quand même sous l'influence de l'homme. Donc, on s'est dit, mince, la zone rouge, elle se trouve essentiellement sur des zones d'activité humaine. Alors, avant de vous interpréter ça, je vais juste vous faire un petit rappel. La Finlande, c'est un territoire et particulièrement la Carélie, qui est peu densément peuplé, donc il n'y a quasiment personne. Il y a un pastoralisme très peu développé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de chevauchement des aires, de répartition des loups sur les champs, sur les aires un petit peu de pâturage avec les troupeaux. Et il y a beaucoup de cottages, de chalets qui sont utilisés principalement en été. Donc en hiver, c'est complètement déserté. Donc normalement, on pourrait se dire, le loup, il n'a aucun intérêt à aller aller près de ces structures, il a plein d'autres espaces, donc c'est pas du hasard s'il se retrouve sur les structures dans cette zone rouge. Alors après, j'ai mis plusieurs hypothèses sur ça. Soit il y a le développement de l'écotourisme dans cette zone. C'est des photographes qui vont mettre des appâts dans des zones un petit peu dégagées, des clairières, et puis ils vont faire venir des visiteurs, des touristes, et c'est comme ça qu'ils vont habituer les animaux à venir manger cette viande, et ils vont pouvoir les prendre en photo. Et évidemment, c'est de la viande facile pour les animaux, pour les loups, donc ils vont venir souvent se nourrir à ces endroits-là. Ça peut être une hypothèse. Et il y a une deuxième hypothèse, et c'est ce qu'on appelle les enclos d'appâtage. Alors ça, c'est une technique qui est souvent utilisée, pareil, au Canada et en Amérique du Nord. Ce sont les chasseurs qui, pendant la période de non-chasse, vont mettre des appâts près de leur maison et près de leur ferme. Donc les animaux vont venir un peu tout l'hiver s'habituer à manger près de ces maisons. Et puis quand la chasse est ouverte, c'est beaucoup plus facile pour eux de les abattre. Alors c'est totalement illégal, ce n'est encore que des suppositions, mais par exemple Terry, notre femelle, a été abattue lors de cette période de chasse et elle a été abattue près de ses habitations. Donc on a des gros doutes. Évidemment, on ne va accuser personne, mais voilà. Ça peut être aussi un facteur à prendre en compte, un facteur anthropique, en tout cas à prendre en compte pour l'interprétation de ces résultats. Et je vous disais tout à l'heure, quand je vais revenir à la diapo, vous voyez Tammy juste ici, qui est d'un coup migré au sud, ça correspond au moment où Terry s'est fait tuer. Terry s'est fait tuer dans cette zone-là, et tout de suite on a constaté que Tammy est partie bien au sud, au sud-est, sur une centaine de kilomètres. Alors, on a supposé que ça a éclaté la meute, en fait, que Terry, c'était une femelle alpha, et que suite à sa mort, toute la meute s'est dispersée, sont partis en dispersion, recréer d'autres meutes. Et on est en train de suivre Tammy en ce moment. Il est passé de l'autre côté de la frontière russe. Il fait des allers-retours entre la Finlande et la Russie. Et il est quelques centaines de kilomètres plus au sud. Maintenant, il n'est pas du tout dans cette zone-là. Il est beaucoup plus au sud. Donc, on suit un petit peu son évolution. On suppose qu'il a créé une nouvelle meute. Mais voilà, c'est que des suppositions qu'on peut voir avec les déplacements de ces animaux. Tac.
Et puis, il y a tout ce qui va être estimation de la disponibilité en proie. Là, ce qu'on vient de voir, c'est un peu plus les facteurs anthropiques. Et pour estimer un petit peu la disponibilité en proie, eh bien, on utilise une formule de calcul de la densité. Alors, je ne pourrais pas vous dire le nom en entier comme ça, j'ai peur d'écorcher. Formosov, voilà. C'est la formule que vous voyez juste en dessous. Donc tous les résultats, eh bien, on va les exploiter avec cette formule et ça va vous donner 2 tableaux. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Vous voyez qu'au niveau du nombre d'empreintes, il y a beaucoup plus d'empreintes de lièvre, après suivi des empreintes d'élan et enfin des empreintes de renard. Mais quand on regarde à la fin dans le tableau de la biomasse, eh bien, on se rend compte que la biomasse exploitable par les loups est beaucoup plus élevée pour les élans que pour les lièvres. Eh bien, ça résulte simplement que les élans, c'est plus gros. Donc ça représente une proie privilégiée pour les loups. Il y a plus à manger. Même si on établit que les élans, seuls 65% de leur biomasse est consommée, puisque les os sont beaucoup trop gros pour être mangés. Ils ont des bois aussi qui ne sont pas consommés, alors que les lièvres, ils sont mangés totalement à 100%. Mais du coup, l'élan reste la source principale de nourriture. Et avec cette observation, eh bien, on a décidé de suivre un petit peu la localisation des élans. Donc, à chaque fois qu'on trouvait une trace d'élan sur le terrain, eh bien, on la répertoriait sur un logiciel de cartographie. Donc là, vous avez une carte QGIS juste ici. On voit les points bleus, c'est la répartition des élans. Et on a pu constater que les élans, eh bien, ils allaient dans certaines zones et pas dans d'autres zones. Donc, Coniferous forest, donc c'est les matrices résineuses, ce sont les forêts de conifères. Et on voit que bon, même si ça prend 50% du territoire, eh bien, c'est normal, les élans, 50% des localisations d'élans sont sur ce territoire-là. On a supposé qu'ils privilégiaient ces territoires puisque ça apportait un couvert par rapport à la neige, par rapport au vent et au froid. Ils se mettaient dans ces vieilles forêts et puis ils étaient protégés. Il y avait moins de neige au sol, donc c'était plus facile pour eux de se déplacer. Et puis après, on peut voir que les élans aiment beaucoup aussi aller dans les forêts jeunes. Donc c'est Transitional Woodland Scrubs juste au-dessus. Parce que ça représente 19% du territoire et pourtant 32% des localisations des élans se trouvent dans ce territoire. Et bien tout simplement puisque ce sont des jeunes pousses, donc les branches sont plus basses, et ils peuvent grignoter le reste de feuilles qu'il peut y avoir et les aiguilles qui sont encore disponibles. Donc c'est un petit peu leur garde-manger, c'est leur source de nourriture directe. Et après, nous avons les forêts mixtes juste en dessous, donc ça va être des vieilles forêts résineuses et en même temps feuillues, où là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisqu'il y a moins de couverts forestiers que quand ils sont dans les forêts résineuses, et il y a moins à manger puisque les arbres sont plus hauts, donc ça ne constitue pas forcément un garde-manger pour eux. Et alors, à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la même chose, on a étudié le coronial cover, le recouvrement des sols, mais sur le territoire des loups que je viens de juste vous parler juste avant. Et on constate qu'on obtient exactement les mêmes résultats. Ils fréquentent beaucoup les forêts de conifères. Ils se rendent aussi assez souvent dans les jeunes forêts et ils délaissent un petit peu les forêts mixtes. Donc ça pourrait nous faire penser que les loups vont privilégier les habitats où il y a les ressources des élans pour aller chasser. Comme ça, ils augmentent la probabilité de rencontrer un élan et de faire une chasse réussite. Donc un petit récapitulatif de tout ça. Donc au niveau de la disponibilité des proies, on a observé une forte disponibilité en élan et en lièvre, même si ce sont les élans qui sont plus consommés. On a observé une préférence des élans pour les matrices résineuses et pour les jeunes forêts. On a observé aussi que Terry et Tammy fréquentent ces mêmes habitats comprenant les ressources des élans. Ce n'est pas un hasard, hein, c'est pour augmenter leur chance à la chasse. Et puis il y a un facteur qui est très important, le facteur anthropique. Même s'il y a peu de personnes, peu d'habitants dans cette région, eh bien c'est un facteur qui joue énormément. Puisque il y a les enclos d'appâtage, hein, comme je viens de vous parler, l'écotourisme avec les affûts-photos qui font aussi partie du régime alimentaire des loups, parce que des fois on va retrouver du cochon dans les crottes de loup, donc c'est bien qu'ils sont allés le chercher quelque part et c'est dans ces affûts. Et puis il y a aussi l'influence des industries forestières, parce que je vous le rappelle, l'industrie forestière, eh bien, ça va entraîner un rajeunissement des forêts, et qui dit rajeunissement des forêts dit multiplication de points de nourrissage des élans, donc dit plus d'élans. Voilà, tout est lié en fait, disponibilité en proie et facteurs anthropiques sont liés en tout cas pour le loup dans cette région. Alors, les limites de l'étude, parce qu'il y a quand même pas mal de limites, pas mal de choses à revoir. Tout d'abord, il y a une incertitude dans l'application du protocole de recueil de données, c'est-à-dire que sur le terrain, eh bien, il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres stagiaires.
Et on n'a pas tous la même façon de procéder, on n'a pas tous la même façon de déterminer si la trace est vieille ou pas. Par exemple, si un stagiaire dit que la trace est finalement moins de 24 heures, eh bien, il va la recenser, alors que la trace pouvait être par exemple de plus de 24 heures. Donc avec la formule, il y aura une incertitude supplémentaire. Il y a aussi une exploitation de la zone d'étude partielle. Donc la zone d'étude, c'est ce que je vous ai montré juste avant, c'est ce qu'on a couvert pour faire le recensement des populations. Il y a certaines zones où on n'y a pas pu accéder, parce que les routes n'étaient pas déneigées, tout simplement. Donc on n'avait pas la possibilité de se rendre sur le terrain pour étudier la disponibilité en proie. Il y avait trop peu aussi de positions GPS pour mettre vraiment en évidence les autres fonctions vitales du loup. Donc au total, on a recueilli à peu près une centaine de positions GPS pour la meute de Tolkien sur quelques mois, 2-3 mois. C'est trop peu si on veut vraiment déterminer, par exemple, les phases de repos, les phases de chasse, les phases d'exploration, les phases de reproduction aussi. Donc l'idéal, ça serait par exemple de récolter les données 3 fois par jour à heure fixe pour que les tests deviennent paramétriques et pour qu'on puisse mieux étudier les fonctions vitales des loups directement. Et avec, par exemple, là, je vous ai juste montré les zones de haute fréquentation. Et bien là, on pourrait vraiment déterminer dans ces zones de haute fréquentation lesquelles ont été affectées à la construction de la tanière, lesquelles ont été affectées à la reproduction, lesquelles ont été affectées au repos. Donc ça, c'est possible que si on a plus de points, plus de localisation GPS. Et puis, le territoire de recensement des proies est adjacent au territoire des loups, créant une incertitude supplémentaire dans le traitement des données. Je vais vous montrer le territoire que vous avez juste ici, donc c'est le territoire qu'on a parcouru pour faire notre recensement d'espèces. Eh bien, il est collé au territoire des loups que je vous ai montré juste ici. C'est pas superposé, ce qui fait qu'on a extrapolé les données. Vous avez dans cette zone une disponibilité en proie, donc on a fait un recensement. Eh bien, on a supposé que comme les conditions biotiques et abiotiques étaient les mêmes dans cette zone que dans la deuxième zone d'étude, eh bien qu'on pouvait appliquer nos résultats qu'on avait trouvés ici dans la zone d'étude où il y avait les loups juste à côté. Ça rajoute une incertitude. Le mieux, ça serait directement d'aller sur le terrain avec les loups pour faire cette étude. Et en même temps, on aurait pu constater aussi véritablement les points de rencontre entre les élans et les loups directement et pas que supposer l'existence des points de rencontre en faisant sur le territoire adjacent, par exemple, cette étude. Hop. Et puis voilà, ma conférence touche à sa fin. Voilà, ça c'est juste une petite photo. Je sais qu'ils vont regarder la conférence, on ne voit pas grand-chose. Ce sont tous les stagiaires qui ont fait le stage avec moi, donc je les remercie s'ils regardent la conférence juste après. Robinson, Lara et Raphaël et Lise essentiellement. Et puis voilà, ma conférence touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres anecdotes aussi, n'hésitez pas à venir me voir. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie de votre attention. Oui ? Alors, non, en fait, ça s'est passé, je cherchais des offres de stage pour l'été. Souvent, je fais des stages l'été. Et je recherche souvent dans les structures d'éco-volontariat. Puisque si les associations de protection de la nature prennent des éco-volontaires, souvent ils prennent des stagiaires. Donc je cherchais dans ces associations-là. Je suis tombée sur l'association Lupus Laetus sur le site ecovolontaire.com. Je les ai contactés et en fait, ils m'ont envoyé la liste des missions qu'ils proposaient. Donc il y avait des missions de 1 et de 2 mois, et il y avait aussi des missions de 6 mois. Et ça m'a tenté en fait, tout simplement. Je me suis dit, mince, c'était la mission Wolfpack Ecology. Je me suis dit, au pire, je prends une année, et puis je pars faire ce stage de 6 mois, et puis je reprendrai la faculté après. Donc c'est vraiment moi qui les ai contactés. Et après, quand ils m'ont envoyé la liste des stages, j'ai dit, bah oui, en fait, finalement, je veux ce stage-là, En fait, au début, je ne devais pas partir 6 mois, je devais partir 1 ou 2 mois. Après, c'est moi qui... Voilà, j'ai craqué sur la mission, et du coup, je suis partie. Oui ? Alors, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont plu. Le plus, c'était vraiment les sorties de terrain, même si c'était périlleux. Il y a eu beaucoup d'aventures, mais vraiment, c'est les sorties de terrain, puisqu'on est vraiment dans la nature, on piste les animaux. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur aussi d'expérimenter. On vit des expériences un peu inédites.
Par exemple, quand les ours sont sortis, eh bien, on n'a pas été seulement occupé par les loups, on a été suivre les ours, on a essayé de retrouver les tanières et des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'expérience sur le terrain, ça forge un petit peu le caractère et puis ça nous permet de savoir où est-ce qu'on veut aller plus tard. Puis après, évidemment, il y a eu la vie en communauté avec tous les autres stagiaires, puisqu'on était tous logés dans une base, en fait. Donc, quand on reste plusieurs mois enfermés avec plein d'autres personnes, plein d'autres étudiants, ça forge aussi des liens. Et du coup, j'ai des très bons souvenirs avec, voilà, dans cette ambiance aussi, l'ambiance en Finlande, en fait, tout simplement. Alors, en tout, alors moi j'ai vraiment tout connu. J'ai été sur 6 mois, donc j'ai été un mois toute seule au début. Le premier mois j'étais avec mes 2 maîtres de stage. Après le mois de décembre, je l'ai passé toute seule à la base où j'ai fait le travail toute seule en fait. Ils étaient partis. Et les mois d'après, il y a eu plusieurs stagiaires qui sont arrivés au fur et à mesure. Donc on a été de 2 à 9 stagiaires dans la structure. Donc ça dépend vraiment en fait de la période à laquelle tu y vas. Et en période estivale, donc moi j'y étais plus. Mais c'est monté à pas mal de stagiaires, il me semble, à 15 stagiaires ou 20 stagiaires. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est le deal de la structure, c'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de stagiaires, ils vous envoient sur le terrain, et après, vous vous débrouillez, vous êtes autonome. Ils vous apprennent un petit peu les ficelles du métier, survivre un petit peu dans cette forêt. Et puis après, c'est à vous de faire votre étude directement sur le terrain. Bon, évidemment, ils vous apprennent à reconnaître les traces, à utiliser le GPS ou ces choses-là, mais après, c'est à vous de vous débrouiller pour tout ce qui est le rapport, l'exploitation des données et tout ça. Donc vous pouvez être beaucoup, si vous voulez par exemple faire un stage dans cette structure, je vous informe que vous pouvez être quand même pas mal sur la base, qu'il n'y aura pas forcément de suivi totalement complet, parce que vous imaginez bien, à 9 ou à 15 stagiaires, c'est difficile pour Laetitia de tous nous encadrer. Mais voilà, c'est le deal en fait. On y va, on fait beaucoup de terrain, mais en même temps on est en autonomie pour l'exploitation des résultats. Donc voilà, c'est... Oui. Alors, ça ne m'a pas permis de découvrir beaucoup de métiers, ça m'a vraiment permis d'approfondir celui de biologiste, vraiment, parce qu'on ne faisait pas de l'éthologie dans ces moments-là, c'était vraiment l'étude des populations, donc c'est vraiment de l'écologie à 100%. Même si ma maître de stage était éthologue, donc elle m'a aussi briefé sur les techniques en éthologie. Là, ce stage, j'ai découvert vraiment que le métier de biologiste. Après, si j'avais voulu découvrir l'autre facette un petit peu de l'association, eh bien, il fallait en Russie, dans les enclos où on fait les tests comportementaux avant de relâcher les louveteaux dans la nature. Donc voilà, c'est deux stages différents. Il y a 2 parties différentes que tu peux exercer dans cette association, 2 métiers différents en fait. Biologiste en Finlande et éthologue en Russie. Alors, ma maître de stage était française, donc c'était facile, voilà, je parlais français. Mon maître de stage était russe, donc on parlait anglais entre nous. Tu t'adaptes. Parce que j'avais un petit peu peur aussi, je suis pas bilingue, donc j'ai un niveau correct en anglais. Mais en fait, quand tu te retrouves dans des situations où tu es seul avec ton maître de stage sur le terrain, que tu es un peu perdu dans la nature et que tu dois essayer de lui communiquer ce que tu es en train de penser, bah, tu trouves forcément les mots. Donc en fait, tu te rends compte que sur le terrain, quand c'est vraiment une nécessité, tu parles anglais sans problème. Il n'y a pas de barrière de la langue, puisque pareil, bon, même s'il maîtrise bien l'anglais avec son accent, tu ne vas pas forcément comprendre tout ce qu'il dit, mais on arrive toujours à se faire comprendre, même si on fait des fautes d'orthographe, on fait des fautes de conjugaison, on s'en fout, du moment que ton interlocuteur comprenne ce que tu veux dire, c'est le principal. Et après, au fur et à mesure, bah, tu t'améliores. Donc c'est pas indispensable. Alors, ils venaient tous de France, même s'il y a des stagiaires étrangers. Bon, moi, je suis tombée sur une période où il n'y avait que des stagiaires français, mais sur d'autres périodes, il y a aussi des stagiaires étrangers. Pourquoi il y a plus de stagiaires français? Tout simplement puisqu'il y a Laetitia, donc Becker, qui est ma maître de stage, qui passe souvent à la télé en France. Vous avez peut-être déjà vu, ça se trouve, un de ses reportages sur Arte. Et du coup, ça a fait qu'elle est... voilà, qu'on entend beaucoup parler d'elle, en tout cas en France, et les stagiaires viennent majoritairement de France, puisqu'ils regardent ses émissions, ils ont après le contact avec le site, et
Vladimir Bologov, lui, fait moins de communication dans les autres pays, par exemple en Russie ou dans les autres pays, donc c'est vrai qu'il y a moins de stagiaires étrangers, et ça va être plus des Français, mais après ça dépend vraiment des périodes en fait, de quand il va. Alors ça peut, moi je pensais que ça allait être plus dur que ça. Évidemment c'est dur puisque on se dit qu'on ne sera plus là où on était pendant cette année. Enfin voilà, on est bien hein, on est bien là où on est en Finlande. On fait un petit peu le métier qu'on a toujours voulu faire. Donc c'est vrai que revenir après un an de séparation avec la fac, ça peut paraître difficile. Mais finalement, le stage, ça te conforte dans ce que tu veux faire. Et du coup, ça t'encourage pour la suite. C'est une source de motivation supplémentaire. Tu vois, si ça se passe bien ton stage, tu vas dire oui, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc en fait, ça te motive pour la suite à terminer ta licence, à faire un master. Et en même temps, tu vas savoir le master qui va te plaire du coup, puisque tu vas essayer de trouver les masters qui vont te permettre de refaire ce que tu as fait pendant ton stage. Donc c'est une source de motivation supplémentaire en fait. Et puis quand tu pars un an aussi, ça vide quand même pas mal la tête, ça te vide les idées. Et puis par exemple, moi j'avais un peu de mal avec la fac avant de partir et maintenant je me suis réconciliée. Voilà, ça permet aussi de prendre un peu de distance pour mieux revenir en fait à la faculté. Donc, après, ça, c'est mon cas à moi. Il y a d'autres personnes qui disent que c'est pas possible pour eux de reprendre la fac. Ça dépend vraiment de comment tu y vas. Moi, je savais que ce serait pas une coupure et puis je reprends mes études dans 5 ans. Je savais que la condition pour que je parte, c'est que je reprenne mes études juste après. Donc je savais, même avant de partir en Finlande, que de toute façon, je reviendrai à la fac. Alors, j'ai tout payé. En fait, c'est pour ça que je suis partie que 6 mois, puisque les 6 autres mois, je les ai consacrés au travail pour financer ce voyage. Donc, j'ai les bourses qui sont accessibles pour ce type de voyage. Il faut souvent être étudiant. Et là, je pense que vous pouvez encore avoir les bourses, puisque l'année de césure est officielle cette année. Mais l'année dernière, l'année de césure n'était pas officielle, donc j'avais plus le statut d'étudiant, donc j'avais pas accès à tout ce qui était bourse Erasmus. Je sais pas maintenant, renseignez-vous, je sais pas comment ça se fait maintenant, mais normalement on peut avoir quelques aides pour ces césures et pour partir comme ça une année. Mais du coup, moi j'ai travaillé et puis je suis partie les 6 mois après sur le terrain. Oui. Ça dépend vraiment des structures. Souvent, je m'y prends en novembre pour trouver un stage en juillet-août, si je trouve un stage en juillet-août. Surtout si on veut, par exemple, des parcs zoologiques, il faut s'y prendre bien à l'avance. Les associations, on peut se permettre de plus faire ça en janvier. Et puis, pour l'association, en tout cas, Lupus Laetus, vraiment la période, il n'y a pas forcément de période puisqu'elle accueille des stagiaires toute l'année. Mais faut s'y prendre un mois à l'avance, minimum, puisque c'est tout ce qu'il faut pour préparer un petit peu son périple, le billet d'avion, les assurances, l'équipement, tout ça. Laetitia pourra vous accueillir un mois, ça dépend vraiment des périodes. Encore si tu vas l'hiver, elle pourra t'accueillir n'importe quand. Si tu vas l'été, c'est vrai qu'il y aura plus de monde, donc ça va être un peu plus difficile. Mais en tout cas, pour l'association Lupus Laetus, c'est pas forcément des délais très longs pour ce stage. Oui. Alors je cherche encore. Moi, ce que je voulais faire, c'était au tout début, en arrivant à la fac, je voulais faire un master en éthologie. Donc celui de Rennes, Paris, Strasbourg. Et puis avec ce stage, du coup, je me suis plus rendu compte que ce que j'aimais, c'était l'étude des populations, en fait, l'écologie en général. Donc après, s'orienter en master en écologie, moi, je m'axe plus maintenant sur les masters en gestion de la faune, qu'on peut trouver en France, mais aussi dans tout ce qui est Canada, États-Unis, Scandinavie et Russie. Donc après, j'ai pas encore choisi exactement le master, mais ce sera un master en gestion de la faune en général. Voilà. Oui. Ouais, ça correspond pas forcément à tout le monde, puisque les conditions de vie sont assez rudes à la base, mais après c'est le deal, hein, on sait, Laetitia nous prévient juste avant. Pareil, on est logé dans une base où on est tous ensemble, c'est un dortoir commun,
Donc ça, on aime ou on n'aime pas. Hein. L'eau chaude, c'est tous les 3-4 jours. Puisque donc si vous voulez vraiment prendre une douche quand vous revenez de terrain, vous faites chauffer une bouilloire et puis vous vous débrouillez avec. Et puis voilà, il y a tout un système. Quand on est seul, par exemple, quand nos maîtres de stage partent, il faut aller faire le feu. Donc il faut prendre les bûches, ouvrir la grosse chaudière industrielle, faire son feu pendant 1 heure pour pouvoir se doucher un petit peu après, chauffer la maison. Donc c'est des conditions un peu rudes. C'est pareil, on mange pas non plus n'importe quoi. Le budget est quand même restreint, donc on mange ce que quand on va faire des courses. Donc ça va être beaucoup de féculents. On va pas acheter du coca, des glaces. On fait un trait sur ça pendant les 6 mois. Et puis il y en a qui ont été déçus puisqu'ils s'attendaient à voir beaucoup d'animaux. Par exemple, beaucoup de loups. Ils pensaient aller pister les loups ou aller voir des lynx. Et il se trouve qu'en forêt boréale, c'est le piège. La forêt boréale, c'est un environnement qui est parfait pour le camouflage des animaux. Donc les loups, vous pourrez ne pas... En tout cas, en hiver, c'est difficile d'en voir. Les lynx et les gloutons, n'en parlons pas, hein, ce sont des animaux très discrets. Ces trois grands prédateurs sont très discrets. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont été déçus de ne pas en observer. Mais après, voilà, c'est une contrepartie. Moi, j'étais un petit peu déçue, hein, pour ne pas vous mentir, de ne pas voir beaucoup de grands prédateurs. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait largement étudier ces prédateurs sans les voir, et que finalement, c'était une bonne chose si on ne les voyait pas, parce que plus ils sont inaccessibles, plus ils sont protégés de l'homme, tout simplement. Donc voilà, il y en a qui étaient plus déçus par ça, il y en a qui étaient plus déçus parce que le suivi des maîtres de stage n'était pas forcément... Voilà, on vous suit, mais en même temps, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez, et sur le terrain... des fois, et voilà, je me rappelle de ma première sortie de terrain où mon maître de stage m'a perdu. C'est comme ça. Enfin, tu peux être déçu parce que ton maître de stage t'a perdu. Tu fais mince, super l'encadrement. J'ai failli mourir quand même. Mais voilà, c'est le deal parce que ça forge un petit peu ton caractère après. Et puis pour les autres sorties de terrain, après, comme tu as appris de ta première sortie, tu t'en sors mieux. Donc il y en a qui sont plus perturbés par ça justement parce qu'ils considèrent qu'il y a une certaine mise en danger des stagiaires, ce qui n'est pas forcément totalement faux. Mais voilà, c'est le terrain. Hein. Si vous faites du terrain un jour, il y a toujours un peu de danger dans ce que vous faites. Ça dépend des milieux aussi dans lesquels vous irez. Mais voilà, donc il y en a qui ont été plus déçus par ça. Ils s'attendaient à être mieux cadrés, à être plus protégés, entre guillemets, à avoir des conditions de vie meilleures. Mais après, ça dépend vraiment de votre caractère. Si vous êtes farouche et aventurier, normalement ça devrait passer. Il n'y a pas de problème. Voilà, en fait, c'est vraiment, chacun le vit différemment. Il y en a qui vont totalement être en adhésion avec ce mode de vie et tu vas vivre ton stage à fond. Il y en a qui vont faire, c'est quoi cet enfer Voilà, c'est... Oui. Alors, déjà, heureusement, les ours ne se réveillent qu'en avril, donc j'ai pu être entre guillemets en contact avec eux que sur un mois. On n'avait pas forcément beaucoup de consignes par rapport à ça. Si on croisait des traces d'ours, on devait faire ce qu'on appelle du backtracking, c'est-à-dire toujours aller à l'inverse du sens de la marche, parce que si vous suivez la marche, eh bien, vous allez tomber dessus. Donc c'est pas forcément le but. Donc on faisait du backtracking, ne jamais suivre les traces d'un ours dans le sens de la marche. Et puis nos maîtres de stage nous disaient que même si on tombait face à un ours, il nous arriverait rien. C'était pas forcément l'opinion de tout le monde. Souvent, entre stagiaires, on se demandait qu'est-ce qu'on devait faire. En plus, avec nos raquettes, on se demandait si on devait faire marche arrière, mais avec des raquettes, c'est quasiment impossible. On se dit, mais si on s'aide de nos raquettes pour lui donner des coups, on est foutus. Donc, on n'avait pas de consigne, pas l'effrayer, ne pas crier. Ça, c'est parce qu'il peut prendre ça comme une agression, tout simplement. Rester immobile, ou alors marcher très lentement, marche arrière. Mais pareil, avec des raquettes, c'est impossible. Mais dans la théorie, reculer tranquillement, ne pas attirer son attention. Et puis normalement, on ne devrait pas être attaqué. Alors heureusement pour nous, on n'a pas croisé d'ours. Même si on a pu être en contact avec leur piste, on a traqué des ours. On est remonté même jusqu'à une tanière un jour. On n'a pas croisé d'ours. Donc heureusement pour nous, mais voilà, les consignes, c'était de ne pas suivre... les ours dans le sens de la marche, et puis si jamais on en croise un, normalement on n'était pas censé en croiser, mais bon, il y a plein d'ours, hein, faut pas se mentir, et bien on priait, enfin on restait immobile et puis on
reculer. Voilà. Oui. Alors, j'ai beaucoup aimé suivre les traces de loups, parce que voilà, c'était mon sujet d'étude aussi. Les traces d'ours, c'était aussi très impressionnant. Il y avait une adrénaline supplémentaire, parce qu'on se dit, mince, je suis en train de suivre un ours, il est peut-être dans les parages, il me voit, je sais pas. Ça rajoutait de l'adrénaline en plus, et les traces étaient très impressionnantes. Sachez qu'observer des ours dans des parcs ou des zoos, c'est impressionnant, on voit l'ours devant soi. Mais c'est bien plus impressionnant de voir une trace d'ours en pleine nature, de se dire qu'il peut être n'importe où autour de toi, et de suivre sa trace, remonter jusqu'à sa tanière, tu as beaucoup plus d'adrénaline. Donc suivre des loups, t'es content, tu suis ton loup, tu tombes sur les scènes de chasse. Suivre un ours, il y a un peu plus de challenge, entre guillemets. Et puis après, il y a un animal, moi sur les 4 grands carnivores, mon coup de cœur, ça a été le glouton. C'est l'animal que vous avez peut-être vu en fond d'écran juste avant. Puisque c'est le plus gros mustélidé qui existe, un des plus gros mustélidés qui existe sur Terre, et que il est très drôle à suivre puisqu'il a une démarche assez, je sais pas comment décrire sa démarche. Il saute, en même temps il est bancal, alors c'est assez drôle à suivre, et puis il détruit tout sur son passage, donc souvent il suit les loups puisqu'il essaye de piquer la carcasse, il essaye de piquer les proies des loups, donc ils vont déchiqueter les arbres autour. Le glouton, c'est aussi bien à suivre. Donc, voilà. Puis, les lynx, même si c'est chiant, faut pas se mentir, à suivre dans le sens où ils te font faire des allers-retours dans tous les sens. Des fois, tu vas faire des boucles pendant 2 heures. C'est hyper chiant, mais bon, ça reste quand même de suivre un lynx. Donc, c'est toujours intéressant d'étudier le comportement d'un animal en suivant ses traces. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous libère. Et puis n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez plus de précisions sur mon stage.